Bonjour à tous, excusez-moi d'être en retard, je suis parti il y a presque 2h15 de Vannes et il y a beaucoup de monde sur la route, il y a des accidents. Donc voilà, j'avais prévu large, j'arrive quand même in extremis. Donc on m'a demandé de vous présenter une petite conférence aujourd'hui sur le thème des goélands et notamment des goélands en ville. Donc je suis Mathieu Fortin, je travaille pour Bretagne Vivante à SUPNB, donc qui est une association de protection de l'environnement et qui gère un certain nombre de réserves à travers la Bretagne et puis d'actions environnementales de manière plus générale. Moi je travaille pour cette association-là depuis une quinzaine d'années maintenant et notamment sur les problématiques des oiseaux marins, des milieux insulaires, donc tous les petits îlots qui sont devant la côte ou un petit peu au-delà dans les archipels, et le milieu côtier marin de manière plus générale. Donc je travaille notamment du coup sur ces espèces-là. J'ai intitulé la présentation Les goélands dans le pays de l'Orient, une première approche et initiation d'un programme de recherche et de conservation. Donc on va voir un petit peu en quoi ça consiste tout ça. Ce travail-là, il est issu d'un rapprochement là, depuis quelques années avec les services de la ville de Lorient, qui est issu, si on veut, des derniers grands recensements que l'on ait fait en matière de goélands et d'oiseaux marins. Tous les 10 ans à peu près, on recense à l'échelle de la France métropolitaine l'ensemble des populations d'oiseaux marins et des espèces. Du coup, on évalue les tailles de population. Le dernier a été fait, je vous présenterai quelques résultats dans ce sens tout à l'heure, entre 2009 et 2012. Et à cette occasion, on a compté l'intégralité des goélands urbains dans l'agglomération du Pays de l'Orient. Et on est arrivé à un chiffre qui était assez conséquent, et qui nous a posé quelques questions malgré tout, hein, puisque du coup, maintenant l'Orient est la première colonie de France de goélands argentés, par exemple, hein, quel que soit le statut, en milieu urbain ou en milieu naturel. Donc forcément, ça nous pose des questions, ça nous interroge aussi sur des enjeux de conservation potentiels, puisque par ailleurs, on voit des fluctuations extrêmement fortes dans les populations de goélands là, depuis quelques années, avec des chutes assez importantes. Donc je vais vous présenter un petit peu tous ces aspects-là ce soir. Ce que je voudrais faire, moi, c'est vous présenter cette présentation d'une manière un peu... j'ai pas envie de faire une présentation en continu pendant 1h30, donc si vous avez des interrogations au fur et à mesure, n'hésitez pas à me couper, à m'interpeller pour qu'on puisse discuter au fur et à mesure hein, des différents points qui seront présentés. Je l'ai souhaité assez large, la présentation, pour pouvoir apporter des informations à tout le monde. Donc n'hésitez pas à me poser des questions plus précises si vous le souhaitez. Voilà un petit peu le cadre de la soirée, et puis dans un second temps, de toute façon, on aura l'occasion aussi d'échanger sur différents points. Donc avant de parler des goélands à proprement parler, je voulais présenter très rapidement les oiseaux marins en Bretagne. La région Bretagne a une responsabilité extrêmement forte en termes de préservation hein, de ces espèces, puisqu'on a une proportion extrêmement élevée des populations françaises qui sont présentes tout autour de la Bretagne, dans les îles, dans les falaises, sur le littoral de manière plus générale. Et voilà, là je vous présente très rapidement hein, les quelques familles d'oiseaux marins qui sont présentes ici, avec 18 espèces qui sont nicheuses sur le territoire de la Bretagne, hein, donc avec plusieurs familles assez caractéristiques les unes des autres, hein, et on va voir, on va arriver tout à l'heure assez rapidement aux laridés et aux goélands. Donc les procélaridés, hein, c'est le pétrel fulmar par exemple, hein, qui niche dans les falaises à Belle-Île et à Groix, là, juste devant chez nous. C'est un oiseau assez... cette famille-là est assez particulière, c'est une famille dont toutes les espèces sont présentes plutôt de manière hauturière, donc qui ne viennent que très peu à la côte. Et vous remarquerez là juste
un trait de caractère un peu particulier, là, avec des narines tubulaires sur le bec, là, qui permettent de les reconnaître assez facilement quand on les voit relativement de près. La deuxième famille qui est présente en Bretagne, au moins en termes d'espèces nicheuses, c'est la famille des Sulidés, donc qui est représentée en Europe uniquement par une seule espèce, c'est le fou de passant. Donc là, on n'a pas de colonie nicheuse sur la partie sud de la Bretagne, mais on a une colonie extrêmement conséquente dans l'archipel des Sept-Îles, donc dans les Côtes d'Armor. La troisième famille, les Phalacrocoracidés, voilà, c'est un mot un peu barbare, mais qui désigne le groupe où sont représentées deux espèces, donc le cormoran huppé qui est ici en photo, et le grand cormoran. Le grand cormoran est une espèce considérée comme d'oiseau marin, qui est présente sur le littoral, dans les îles, mais qui est aussi une espèce continentale, puisqu'on le retrouve niché très, très à l'intérieur des terres, le long des grands fleuves. Le cormoran huppé qui est ici représenté, lui est plus une espèce du littoral et des îlots marins. La famille qui va nous intéresser ce soir, c'est la famille des Laridés, avec un grand nombre d'espèces cette fois-ci, et puis un statut un peu mixte entre des oiseaux côtiers, comme ce que l'on va voir par la suite avec les goélands, hein, argentés, bruns et marins, et puis d'autres espèces comme la mouette tridactyle, là, qui est représentée ici, qui est une espèce, là encore, comme les Procyléridae, beaucoup plus auturière, quoi. Et puis après, on va trouver les sternidés, avec les sternes pierre-garin, les sternes kojek, etc., avec quelques colonies, hein, de toute façon, sur la côte sud de la Bretagne, principalement de sternes pierre-garin. Et enfin, la dernière famille des espèces nicheuses en Bretagne des oiseaux marins, la famille des alcidés, donc qui regroupe notamment les macareux, les petits pingouins, les guillemots, etc., etc. Donc là, on a fait le tour du grand groupe des oiseaux marins, et à l'intérieur de ce groupe-là est présent la famille des Laridés. Là, je voulais, au travers d'une autre image, parce que j'ai plutôt parlé de la Bretagne jusqu'à maintenant, là, on va parler d'ensemble fonctionnel, si vous voulez, pour les oiseaux marins. J'ai représenté sur deux cartes la distribution de toutes ces espèces-là, avec des effectifs. Donc c'est la zone du Nord Gascogne qui est représentée ici, hein, donc grosso modo, hein, on va aller depuis le sud de la Vendée jusqu'à la pointe de Pinmar ou le Cap Sizun avec l'île de Saint. Là, bon, là on a affaire à une zone qui est relativement homogène en termes de fonctionnement environnemental pour les oiseaux, et j'ai représenté la distribution des tailles de population des espèces nicheuses. Donc c'est assez intéressant, la première carte, de se rendre compte finalement, tout au long de la carte, que ce soit dans le domaine continental ou dans les grandes îles ou les archipels, on a des oiseaux marins qui sont présents comme nicheurs, quoi. Avec malgré tout quelques sites, comme Belle-Île, comme l'archipel de Watt, Groix, les Glénans qui sortent, avec des quantités d'oiseaux importantes, quoi. Et ici, vous avez les tailles de population sommées pour l'ensemble de cette zone en face dans le tableau. La deuxième carte, ici, représente cette même distribution, mais desquelles on a enlevé les trois espèces qui nous intéressent ce soir, malgré tout, qui sont les goélands. Vous voyez qu'il y a des tailles de population extrêmement importantes par rapport à d'autres espèces, là. Donc là, ça permet mieux de se représenter quelle est la distribution en termes de diversité de la somme de toutes ces espèces, quoi. Et effectivement, on trouve des hotspots, donc des sites d'intérêt majeur pour les oiseaux marins, à plusieurs endroits, hein, comme l'archipel des Glénans, la Somme entre Belle-Île et l'archipel de Watt, et puis ici l'île de Noirmoutier, du fait, avec un grand rond, hein, du fait d'une énorme colonie de sterne kojek, quoi. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que les goélands, finalement, si on fait la soustraction des deux, sont assez largement distribués, malgré tout, avec des zones de concentration importantes sur quelques sites, et notamment Lorient, Groix, Belle-Île. Donc voilà les espèces de goélands que l'on peut trouver nicheurs en Bretagne. Donc j'ai mis 4 photos. Il y a 4 espèces différentes ici, je ne sais pas si vous les connaissez tous.
On va refaire un petit peu d'études dans le détail par la suite, là. Donc là, j'ai mis le goéland brun en premier, le goéland argenté ici, le goéland marin tout au bout, qui est plus grand hein, que les deux autres espèces, là. Et ici, le goéland leucophée, qui est assez proche du goéland argenté, mais qui a des pattes jaunes. Malgré tout, les goélands, ce n'est pas uniquement les 4 photos que l'on voit là-haut, que l'on voit sur le littoral. Après, ça se complique, parce qu'on a, pour atteindre un plumage d'oiseaux adultes, des plumages qui sont intermédiaires chez les juvéniles et les oiseaux immatures, puisque la maturité de ces oiseaux-là est atteinte à l'âge de 4 à 5 ans à peu près. Donc ils passent par des plumages intermédiaires entre le plumage du grisard, là, donc le jeune oiseau de l'année, jusqu'au stade adulte avec des plumages intermédiaires. Et là, c'est beaucoup plus compliqué de repérer quelle espèce, à quelle espèce on a affaire exactement. Ici, par exemple, là, vous avez un goéland argenté, là, un goéland argenté, là, un goéland brun, là, un goéland marin, et ici, un goéland argenté, mais qui est plus vieux. Et le goéland marin, dans ce plumage-là, comme au plumage adulte, va être plus grand que les autres goélands, mais va avoir malgré tout un pattern assez identique, quoi. Les goélands argentés et les goélands bruns ont eux un pattern qui peut être assez compliqué à déterminer à l'espèce, puisqu'on va avoir une succession quasiment continue depuis le goéland argenté vraiment caractéristique jusqu'au goéland brun caractéristique lui aussi. C'est quoi un pattern? Un pattern, c'est l'allure générale de l'oiseau, quoi. Et effectivement, on va dire par exemple ici que le goéland argenté, il est plutôt relativement clair, la tête un peu grise, blanche, et le dos avec des petites flamèches. Le goéland brun, il va être un petit peu plus brun sur le dos, beaucoup plus sombre sur le ventre et sur la tête aussi. Et on va trouver toutes les étapes intermédiaires entre les deux oiseaux, quoi. Et le goéland leucophée est représenté, il y a des espèces? Oui, on va avoir le même genre de plumage chez les jeunes, mais j'ai fait exprès de... Il est présent sur la région, le leucophée? Très peu. Je l'ai juste indiqué ici parce qu'il est présent, il est nicheur dans le Morbihan, on va voir juste après, hein, de toute façon en termes de taille de population, avec juste quelques couples, mais on le voit de plus en plus fréquemment, et de toute façon, dans le sud de la zone que je présentais tout à l'heure du Nord-Gascogne, là, les populations augmentent, et les populations ont tendance aussi à remonter pour cette espèce-là. Donc c'est sans doute un nouveau occupant dans les années ou dans les décennies à venir. Alors, pour faire un petit peu de focus sur chacune des espèces, donc voilà le goéland brun, donc, qui fait à peu près la même taille que le goéland argenté, mais qui a un dos noir et des pattes jaunes. Voilà, ça c'est les deux critères principaux pour le reconnaître quand il est adulte. Et puis voilà, je vous disais, hein, le juvénile, le première année, le deuxième année, le troisième année et l'adulte. Donc un plumage progressif jusqu'au stade adulte, mais qu'on va retrouver de manière assez similaire, même si il y a quand même quelques nuances avec les autres espèces, quoi. Donc la carte qui est en haut là représente la distribution des populations de goélands bruns recensées donc, pendant la période 2009-2012. Là, donc c'est le dernier recensement qui a été fait à l'échelle nationale. Et on voit bien du coup que la population nicheuse de cette espèce-là est franchement distribuée entre les côtes de la Manche et les côtes du Nord-Gascogne, quoi, avec deux points majeurs qui sont représentés par le Finistère. Ici, c'est des distributions départementales, hein, et le Morbihan, quoi. Le gros point de présence dans le Morbihan, c'est toutes les colonies là, qui sont dans les Landes, sur la côte au vent de Belle-Île, donc juste devant chez nous. J'ai mis ici les tailles de population donc, qui sont issues de ces recensements-là. À l'échelle française, on a 23 000 couples à peu près de cette espèce, dont presque 19 000 en Bretagne et 8 000 dans le Morbihan. Donc vous vous rendez compte du coup des proportions et de l'intérêt
des colonies qui sont présentes chez nous, et du coup de la forte responsabilité de la Bretagne et du Morbihan pour ces espèces-là. On a souvent tendance à dire que des goélands, il y en a partout, etc. Il y en a beaucoup chez nous, mais il n'y en a pas tant que ça, finalement, ailleurs sur la côte. Donc deuxième espèce, le goéland argenté, donc même structuration, hein, le goéland argenté qui a du coup la même taille à peu près que le goéland brun dont on parlait tout à l'heure, c'est peut-être celui que l'on côtoie le plus sur le littoral, qui lui a le dos plutôt gris cendré, les pattes roses cette fois-ci, franchement roses, hein, et le reste du corps plutôt blanc, quoi. Donc là vous avez hein, de la même manière les successions de plumage jusqu'à l'âge adulte, donc avec un plumage général qui est un petit peu plus lumineux ou plus clair, je ne sais pas, par rapport au goéland brun. De la même manière, j'ai repris les tailles de population, hein, donc la distribution hein, du goéland argenté elle est à peu près similaire à celle du goéland brun. On va juste remarquer quand même qu'il y a quelques incursions à l'intérieur du continent et du pays, avec des oiseaux qui peuvent être présents un petit peu de manière éloignée du littoral, quoi. De la même manière, on a 56 000 couples, dont presque 30 000 en Bretagne et 10 000 dans le Morbihan, quoi. Et du coup, un chiffre assez conséquent pour la ville de Lorient, hein, strictement, avec à peu près 2500 couples, quoi. On pourrait commenter de la même manière hein, que la diapo précédente, une responsabilité forte à l'échelle française. Malgré tout, le statut global à l'échelle de l'espèce, hein, pour le goéland argenté, est moins problématique, entre guillemets, en termes de protection, de conservation, que celui du goéland brun. Donc c'est pour ça que je n'ai pas repris ma petite note de bas de page. Le goéland leucophée, cette fois-ci, donc vous voyez, hein, c'est pour ça que je disais qu'il y avait quand même un nombre de couples assez réduit, malgré tout, par rapport à une taille de population qui est extrêmement conséquente. Hein. J'ai juste fait une erreur, évidemment ici. Hein. Il faut reporter le 4 ici. Voilà. C'est un problème de copie, puisqu'il n'est pas présent dans les autres départements de la Bretagne historique, quoi. Cette espèce-là, c'est une espèce plutôt méditerranéenne, donc on le voit bien ici sur la distribution, hein, mais c'est aussi une espèce continentale, puisque vous voyez qu'il est présent sur la majorité, enfin sur une très grande partie des départements français, mais où il serait assez intéressant de rajouter le réseau des fleuves qui lui permet de pénétrer relativement dans l'intérieur des terres, quoi. Donc c'est presque à titre anecdotique qu'on peut en parler encore de cette espèce-là. Le goéland marin, cette fois-ci, donc qui lui est un oiseau de taille beaucoup plus conséquente, qui a une livrée du coup, ou un pattern un petit peu similaire à celle du goéland brun, mais avec un dos qui est noir, ardoise, beaucoup plus prononcé. Donc c'est un oiseau beaucoup plus gros, et qui lui a les pattes roses, quand le goéland brun tout à l'heure avait les pattes jaunes, quoi. Et là, de la même manière, on retrouve la distribution géographique pour les populations nicheuses similaire à celle du goéland brun, avec une présence hein, sur les côtes de Manche et puis du Nord-Gascogne, avec malgré tout un sentiment que la population nationale est beaucoup plus resserrée sur la pointe ouest, là, avec les 4 départements, hein, du Morbihan jusqu'à la Manche, et puis un noyau qui grandit en baie de Seine. Donc avec des tailles de population, malgré tout, qui sont beaucoup plus restreintes que pour les autres espèces que l'on a vues, hein, avec 6500 couples à peu près à l'échelle nationale, dont une très très forte majorité pour la Bretagne, et une quantité relativement importante pour le département. Avant 1955, on a évidemment des données qui sont très éparses, mais on estime qu'au milieu du 19e siècle, on avait des populations qui étaient relativement distribuées de la même manière que ce que l'on a vu sur les cartes de tout à l'heure, mais avec des tailles de population un petit peu moins importantes malgré tout que ce que l'on a maintenant. Ces populations-là ont presque disparu, hein,
à la fin du 19e, au début du 20e, jusqu'à la protection des espèces et des oiseaux marins notamment, du fait de l'exploitation des œufs, de la chasse, du tir au fusil par exemple, hein, de la matelasserie aussi. Hein, les plumes étaient courues pour la matelasserie et la chapellerie notamment, quoi. Donc à partir des années 30, après une quasi-extinction de cette espèce-là de France métropolitaine, les oiseaux marins ont été protégés de manière réglementaire et on a vu les espèces se réinstaller au fur et à mesure. Donc ce qui explique aussi cette croissance presque inouïe, hein, c'est que déjà il y avait de la place pour se développer, et puis bah, pendant toute la période entre 65 et début des années 90, les oiseaux ont aussi beaucoup exploité la proximité humaine avec les ports de pêche par exemple, hein, qui n'étaient pas forcément très bien, je ne vais pas dire très bien tenus, mais où il y avait abondance de nourriture potentielle. Je pense aussi aux décharges qui pouvaient être présentes dans un certain nombre de villes, à Brest, Lorient, etc. Et aussi le développement des industries agroalimentaires, avec de la même manière des poubelles qui n'étaient pas forcément closes ou hermétiques et qui apportaient forcément potentiellement de l'alimentation possible, quoi. Et à partir de ces années-là, donc du coup, à partir de la décennie des années 90, il y a eu de gros efforts et d'évolution aussi, hein, des pratiques, hein, sur les décharges, sur les ports, dans les industries agroalimentaires. Cette manne alimentaire a du coup disparu et la population semble revenir à un niveau un petit peu plus naturel, si on veut, hein. Même si, on le verra tout à l'heure, on conserve quand même malgré tout un déséquilibre de plus accentué entre le milieu naturel et le milieu urbain. Le goéland brun, lui, a suivi une progression à peu près similaire, mais dans de moindres proportions, et puis se stabilise malgré une petite baisse, hein, depuis la fin des années 80 à l'échelle de la Bretagne. Le cas du Morbihan, juste un mot sur le goéland marin, qui lui est parti de très très bas et qui a finalement suivi une évolution assez importante, hein, malgré tout, mais écrasé par le poids du nombre de couples des autres espèces. La courbe n'a pas forcément les mêmes inflexions, quoi. À l'échelle du Morbihan, on a à peu près le même genre d'évolution. Malgré tout, on voit quand même que la chute brutale des goélands argentés est un petit peu moindre et que le goéland brun, par contre, ici, continue à augmenter, quoi. Donc, je ne vais pas rester très très longtemps sur tous ces chiffres, hein, qui reprennent malgré tout les tendances de ce que j'ai présenté juste avant, mais c'est juste pour vous présenter de manière un petit peu plus convaincante les évolutions, mais de manière récente, des populations, et notamment au travers de la dernière colonne, hein. Donc ici, on est en Bretagne, et ici, on est dans le Morbihan. L'évolution qui est présentée ici représente les chiffres de 2012 par rapport aux chiffres de 2000, puis les chiffres de 2012 par rapport aux chiffres des années 90, quoi. Donc entre 90 et 2010, on a perdu à l'échelle de la Bretagne 15% des tailles de population de goélands bruns, plus de 50%, et c'est énorme, des tailles de population de goélands argentés, et par contre on a gagné en quantité importante, là aussi, des populations pour l'espèce du goéland marin. Les stérilisations ont été commencées quand? Quelle année? Les stérilisations ont commencé, enfin les premières ont eu lieu dans les années 70, mais plus dans un, pas en ville, mais plus dans le milieu naturel, pour essayer c'est au moment où on est passé dans ces, si je me permets juste un retour, hein, voilà, les années 70, on est là, on a un développement des populations qui est complètement énorme, là, et on a des problèmes de cohabitation entre différentes espèces sur des îlots, et notamment avec les sternes, où
l'installation systématique des goélands sur les îlots à très très large échelle a menacé le maintien de colonies externes conséquentes pour lesquelles la Bretagne a aussi une responsabilité importante. Donc les choix de l'époque ont été de stériliser ou d'essayer d'empêcher les installations de goélands à ce moment-là. Et ça a plus ou moins marché dans certains sites. Sur d'autres sites, ça a été fonctionnel parce que les populations externes sont toujours là. Et je ne sais pas ce qui se serait passé si on n'avait pas fait, par exemple. Déjà. Mais le recul, là, ici, là, n'a pas grand-chose en fait à voir avec les grandes campagnes de stérilisation ou de destruction des goélands, mais correspond plus à la rupture et à l'évolution des usages, hein, et du coup à couper l'accès à la manne alimentaire dont je parlais tout à l'heure, là, aux oiseaux. Donc là, actuellement, on est dans une phase de régression, mais qui est un mouvement relativement normal, où chaque espèce retrouve un petit peu sa place dans le milieu naturel potentiellement. Et le goéland argenté ici, qui est extrêmement opportuniste par rapport à toutes ces mannes alimentaires, hein, se retrouve du coup maintenant beaucoup plus en compétition avec les deux autres espèces, et bien souvent c'est le goéland marin ou le goéland brun qui gagne, quoi. Donc on retrouve un équilibre naturel. Si on continue à évoluer et à avoir un effondrement comme ça, et non pas un tassement de la courbe dans les années à venir, là on aura des soucis beaucoup plus conséquents à se poser. Mais actuellement, on assiste plus à un retour à des tailles relativement normales des populations. C'est quoi normal? C'est acceptable? C'est quoi la normalité? C'est acceptable par l'humain? Moi, je répondrai pas à cette question-là. Quand je dis normal, c'est plus que ici, là, on l'explique par la mise à disposition, si vous voulez, d'une quantité d'alimentation extrêmement importante. Donc, du coup, on coupe un petit peu l'espèce de son fonctionnement de vie en milieu naturel classique. À partir du moment où on coupe cet accès-là, forcément, la population, elle va réagir d'une manière ou d'une autre. Et là, en l'occurrence, elle a plutôt tendance à revenir à une tendance baissière, quoi. Donc c'est ça que j'appelle normal, quoi. C'est le rapport où l'alimentation, puisque l'alimentation, ça a un effet levier extrêmement fort sur la taille de population, parce que si on n'a aucun souci d'alimentation, par exemple, on peut peut-être élever 2,5 ou 3 poussins par an, alors qu'en milieu naturel, les goélands qui cherchent à s'alimenter sur les moulières, sur les estrans, ils vont réussir à ne produire que un poussin ou un demi-poussin en moyenne par an, ce qui fait que dans des conditions d'alimentation extrêmement favorables, les populations croissent beaucoup plus vite, quoi. Donc si on coupe cette alimentation, on revient à, entre guillemets, une norme de vie de l'oiseau et dans son niveau de compétitivité par rapport à l'environnement et puis par rapport aux autres espèces aussi, et on retrouve un dimensionnement qui est plus cohérent pour l'espèce. On est sûr que c'est une diminution totale, que c'est pas les goélands ne sont pas partis dans d'autres zones? Bah, y a du mouvement forcément. Puisque moins de nourriture dans la région, partir sur d'autres zones, quoi. Mais on le verrait de toute façon à l'échelle globale, hein, et ça c'est des patrons d'évolution qui sont lisibles à l'échelle européenne, donc du coup à l'échelle de la taille de population, parce que mais avec un petit décalage. Excusez-moi. Avec un petit décalage, parce que ces augmentations-là ont eu lieu avec un peu plus de précocité à 5 ans ou 10 ans dans les îles britanniques, et le début de la décroissance, entre guillemets, hein, pour le goéland argenté, a lui aussi commencé un petit peu avant, quoi. Et ce que l'on est en train de commencer à voir chez les goélands bruns a commencé là aussi quelques années avant en Angleterre, quoi. Enfin, je caricaturise un petit peu aussi la situation, hein, puisque je ne parle là que d'influence alimentaire, mais il faudrait aussi intégrer l'augmentation de la fréquentation du littoral, le nautisme, la plaisance, la fréquentation des îlots, etc., etc. Il y a un nombre d'interactions du coup entre l'homme et son environnement
qu'il faudrait prendre en compte et qui compliquent énormément les modèles ou la manière d'appréhender les évolutions, quoi. Malgré tout, l'alimentation semble être quand même, au moins pour le cas des goélands argentés, hein, un élément majeur d'explication, quoi. Et pour revenir du coup à l'échelle du Morbihan, là, donc avec les mêmes évolutions, on voit qu'on a du coup des évolutions qui sont relativement différentes, hein. Tout à l'heure on voyait une diminution globale à l'échelle de la Bretagne pour le goéland brun, alors qu'on a plutôt tendance dans le Morbihan à avoir une extension des populations, et notamment à Belle-Île, hein, ce qui compense vraisemblablement du coup en plus une chute plus sévère dans les autres départements pour cette espèce. De la même manière, pour le goéland argenté, on a une diminution un petit peu plus faible, et quant au goéland marin, on est parti de taille de population qui était tellement basse qu'on a une augmentation vertigineuse. Et là aussi, cette augmentation-là explique cette diminution-là potentiellement, quoi. Puisque dans certains îlots, depuis que je travaille dans le Morbihan, hein, moi je connais certains îlots où on avait des colonies avec entre 800 et 1200, 1300 couples de goélands argentés à la fin des années 90, début des années 2000. Cette année, on va compter sur ces îlots-là 450 ou 500 couples de goélands marins et peut-être une trentaine ou une quarantaine de couples de goélands argentés. Donc il y a aussi du rééquilibrage dans ce sens, quoi. Juste pour faire un focus sur le goéland argenté, du coup, ce qui est intéressant ici, donc là je rappelle juste les grands chiffres que l'on a regardés là, c'est la distribution entre le milieu naturel et le milieu urbain. Et c'est ça aussi vraisemblablement qui explique le moindre effondrement de l'évolution négative de l'espèce à l'échelle du Morbihan par rapport à la Bretagne. C'est que le milieu urbain prend une place de plus en plus forte dans la distribution et l'occupation des sites par cette espèce. Et du coup, à notre échelle de temps maintenant, on arrive quasiment à un rapport avec 70% des couples en milieu naturel et 30% en milieu urbain. Ce qui fait de l'Orient la plus grande colonie de France, de goéland argenté. Alors juste 2-3 petits mots quand même pour vous expliquer un peu comment on arrive à aboutir à tous ces chiffres-là, là, parce que c'est finalement assez complexe. On se retrouve face à des colonies qui sont de taille importante, hein. Donc dans le milieu naturel, on a souvent des colonies assez denses d'oiseaux qui sont présentes sur le littoral. Donc on a plusieurs manières de recenser tout ça, hein. On peut faire du comptage systématique, donc on avance sur un îlot comme ça par exemple, et puis on repère, quelle que soit la végétation, tous les nids, et on recense ainsi un effectif. Il arrive aussi que l'on fasse, pour certaines colonies, on utilise des systèmes d'échantillonnage qui sont un peu plus complexes et que je ne vais pas détailler aujourd'hui, mais où on ne compte pas l'ensemble, mais on échantillonne de manière protocolée, ce qui permet d'estimer des densités théoriques d'oiseaux par mètre carré et puis aboutir finalement à un effectif global, quoi. Là, c'est un bateau qui se promène parce qu'on fait le même genre de choses en mer pour estimer les densités d'oiseaux, quoi. Et dans le milieu urbain, là, on a affaire à un contexte un petit peu plus complexe. Les structures de colonies sont complètement désordonnées. On n'a pas une colonie avec 1500 couples extrêmement denses sur un petit îlot. On peut avoir des couples un petit peu partout sur les toits, là, comme ça, là. Juste dans cette fenêtre-là, il y en a 1, 2, 3 ici, là. Il faut pouvoir avoir accès au toit, et il faut pouvoir compter un périmètre extrêmement vaste. Et même dans la rade de l'Orient, hein, sur les bateaux digues, on a aussi des couples de goélands qui s'installent ici, là, etc., etc. Donc il faut n'oublier aucun recoin susceptible d'accueillir des oiseaux. Et ici, j'ai représenté le K3, là, donc sur le port juste à l'ouest du port de pêche, sur lequel, par contre, là, on a malgré tout quelques colonies de taille, quoi. Donc comment on fait? Ici, sur le K3, on a des grandes surfaces planes, donc c'est intéressant et accessible. Donc on peut
compter un peu comme si on était sur un îlot marin, se déplacer à pied et puis recenser tout le monde, hein. Sur des toits de sites industriels ou de maisons, on a beaucoup plus de difficultés d'accès, donc il nous arrive d'utiliser aussi des systèmes comme ça, des camions élévateurs, hein, pour monter à l'endroit où on est, ou alors utiliser aussi des points hauts, hein. Ici c'est le haut de l'église Saint-Michel, je pense. Vous allez me dire si c'est ça. Non, il y a une église Saint-Michel à Lorient. Non, c'est pas Saint-Michel. Saint-Louis. Saint-Louis, pardon. Excusez-moi. C'est une partie de la vue qu'on a depuis l'église Saint-Louis et qui nous permet du coup de repérer entre les petits plots de terre cuite des cheminées, là, les endroits où il peut y avoir des goélands. Et ce recensement se fait du coup en période de nidification? Oui. Et on ne le fait pas tous les ans, parce que c'est un travail assez conséquent. Voilà aussi les nouvelles technologies qui nous aident dans certaines situations. La dernière fois qu'on a fait les recensements, on a utilisé un drone aussi sur certains toits du port de pêche, là, donc qui permet évidemment d'envoyer un appareil photo et avoir des photos verticales au-dessus des toits. Et puis ben voilà, le drone il est là, ça nous donne une grande photo comme ça. Et puis après en détail, on arrive à identifier dans le petit carré qu'il y a ici les couples nicheurs. Mais ce sont juste des technologies qu'on est en train de tester, hein. On n'utilise pas ça encore de manière courante. Donc vous recensez ceux qui sont près du nid? Oui. Non, oui, parce que sinon vous pouvez tenter que ça soit le même. Non, ben, en fait, ici, les recensements, là, on les fait à un moment très précis, c'est-à-dire entre... Enfin, il faut réussir, on recense des nids, hein, de toute façon. On ne recense pas des individus, parce qu'effectivement, ça bouge. Mais les périodes et les choix de dates que l'on utilise, c'est le moment où on va avoir le plus de nids construits, parce que la reproduction n'est pas forcément extrêmement synchrone. Il peut y avoir quelques jours, voire quelques semaines de décalage en fonction des couples. Donc on choisit le moment où la majorité des nids vont être construits, et en plus garnis d'œufs, puisque pendant cette période-là, les oiseaux, ils sont extrêmement assidus à la couvaison des œufs, et du coup ça nous permet dans le cadre de photos comme ça, on les dérange même pas, ils sont juste posés sur leur nid en train de couver. Donc toutes ces évolutions là que l'on peut mettre en avant là, nous amènent quand même à nous poser un certain nombre de grandes questions de manière très globale, hein, autant en ce qui concerne les populations en milieu naturel que les populations en milieu urbain. Bon, déjà, on a fait le constat qu'on avait une évolution des populations avec une dynamique très forte et qui était variable en plus selon les espèces, quoi. Après, on a vu aussi qu'on avait une responsabilité forte en Bretagne et dans le Morbihan aussi, hein, pour chacune des trois espèces, et que les grandes régressions de taille de population faisant, des enjeux de conservation commençaient à poindre et à se profiler pour certaines situations, quoi. On a un déséquilibre entre le milieu urbain et le milieu naturel qui s'affirme, notamment pour le goéland argenté avec une part de plus en plus forte de présence en milieu urbain, et du coup, directement derrière, une préoccupation grandissante des collectivités qui accueillent des populations en milieu urbain. Ça va être le cas de l'Orient. Quand je dis préoccupation, c'est pas la terreur ne règne pas encore, hein, mais une préoccupation parce que ça pose potentiellement de réels problèmes si les populations dans le milieu urbain ne sont pas entre guillemets gérées ou étudiées de manière convenable pour savoir vers où on va, quoi. Avec du coup des centres urbains qui continuent maintenant à être occupés de manière nouvelle au fur et à mesure, quoi. Les populations, par exemple, dans la communauté d'agglo du Pays de Vannes, sont encore très faibles, mais on voit qu'on commence à avoir une population grandissante, quoi. Par ailleurs, depuis l'année dernière, la réglementation, hein, concernant la lutte contre les espèces a aussi évolué, donc cadre peut-être mieux aussi la capacité de réaction des collectivités, des municipalités
au moins pour le milieu urbain, sachant qu'on ne fait plus du tout de lutte en milieu naturel hein, sur ces espèces-là. On a des problématiques qui sont liées à l'interaction goéland en ville et population humaine, avec des dérives aussi, hein, on aura peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais bon, il y a énormément de choses qui sont observées et des choses bon, qui ne sont pas forcément complètement acceptables par ailleurs. Et ici, CS, ça veut dire centre de soins, c'est le retour aussi, ça pose des soucis. Hein, le ramassage des goélands, par exemple, hein, en ville pour éviter l'écrasement par les voitures, des choses comme ça. Le centre de soins qui est présent dans le pays de l'Orient, il accueille maintenant en été 400 ou 500 poussins de goélands par an, ce qui est complètement énorme et ils sont complètement débordés par ce genre de situation. Donc il y a malgré tout des déséquilibres que ça génère. J'ai noté aussi, mais là on s'éloigne un petit peu des problématiques en milieu urbain, hein, des interactions fortes hein, avec des projets d'aménagement industriel, potentiellement. Là je pense notamment aux énergies marines renouvelables avec les grands projets d'éoliennes en mer, et on en a quelques-uns chez nous. Et puis l'impact des politiques zéro rejet pour la pêche, puisque c'est une manne alimentaire, là encore, importante pour les espèces, avec le questionnement de qu'est-ce que ça va avoir comme effet sur les populations dans les années à venir. Donc pour essayer de résoudre, donc dans ces grandes questions, j'ai essayé de relayer ici un petit peu une partie des interactions qu'on pouvait observer en milieu urbain. Hein. Donc la voiture est pleine de fientes, la dame se fait manger sa glace, les poubelles ou les caisses de criée sont dévalisées. Bon, j'aurais pu rajouter un certain nombre d'autres photos avec des gouttières engorgées de végétaux lors de la construction des nids, des niveaux sonores qui ne sont pas forcément toujours acceptés par la population, etc., etc. Malgré tout, qu'est-ce que serait l'Orient sans les goélands ? C'est notre problème. Pour essayer de répondre à toutes ces questions, on a commencé à travailler à l'établissement d'un programme d'études de ces espèces-là, mais à une échelle assez large, hein, mais dans lequel il y a quand même un volet assez important qui concerne les populations en milieu urbain, et notamment la ville de Lorient. Hein. Donc on a besoin hein, d'avoir des connaissances fines sur le fonctionnement des populations pour mieux appréhender ces évolutions, les évolutions passées, et puis être capable aussi de construire des scénarios un peu prédictifs sur ce qui risque d'arriver dans les années à venir. Quoi. Donc on suit évidemment les tailles de population de manière régulière et structurée pour bien comprendre comment les tailles de population augmentent. Hein. C'est essentiellement par le biais des effectifs des colonies nicheuses. On suit aussi la démographie par le biais du bagage notamment. Hein. On va voir ça tout à l'heure hein, si vous voulez. Mais le bagage, ça nous permet pour une certaine partie d'étudier une population d'oiseaux, un petit peu comme on étudierait une population humaine, hein, c'est-à-dire les entrées, les sorties, les immigrations, les émigrations, les mouvements de population, la survie interannuelle, etc., etc. Et du coup, de pouvoir mettre en avant des modèles de population qui nous permettent de savoir qu'est-ce qu'il se passe réellement et vers où on va en termes de taille de population. L'écologie alimentaire, que j'ai cité à plusieurs reprises tout à l'heure, qui nous semble être un levier assez fort. Et parallèlement à ça, on a besoin aussi de mieux appréhender les niveaux d'interaction avec les populations humaines hein, ou les projets industriels de manière générale, pour mieux comprendre aussi à quel niveau se situe l'acceptation actuelle et vers quoi on peut espérer aller. Quoi. Du coup, médiation, éducation à l'environnement, etc. etc. C'est ce dont on parlait tout à l'heure dans le cadre d'un projet de groupe citoyen. Donc j'ai illustré un petit peu ce que l'on fait à l'échelle de la ville de Lorient, hein, pour chacune de ces parties, au moins pour les projets qui ont été entamés. On travaille du coup maintenant dans le cadre de ce grand programme depuis 2 ans et demi, 3 ans. Hein.
Donc là, ici, c'est les cartes hein, qui restituent la distribution des populations de la ville de Lorient telles qu'elles ont été recensées en 2012. Donc vous retrouvez ici hein, donc le port de pêche, la rivière du Scorff, et puis c'est quoi, c'est des CRS ici, voilà, avec le port de plaisance ici. Donc on a sectorisé en fait, si vous voulez, la ville de Lorient, pas la ville mais le territoire de la commune, en essayant au maximum de conserver des entités homogènes à l'intérieur des secteurs, donc des secteurs vraiment très périphériques, voire presque encore entre guillemets ruraux, des secteurs résidentiels, et puis la partie centrale de la ville et la partie portuaire dans le sud, quoi. Donc ici vous avez des ronds qui présentent les tailles de population. Hein. Le rond de cette taille-là, par exemple, hein, il correspond à un rond entre 50 et 100 couples, à peu près, quoi. Donc ça vous permet d'avoir une idée quand même de la manière dont sont distribuées les populations. Ici, on a affaire essentiellement, hormis ici, et puis les 3-4 zones qui sont là, à des colonies qui sont complètement éclatées, avec un couple qui niche sur un toit, un autre qui niche sur un autre toit, etc., ou sur une cheminée. Et ici, on a malgré tout, dans les zones industrielles ou portuaires, avec un détail ici, hein, de la même manière, la distribution par sous-secteur, des toits plats ou en fibro hein, qui peuvent accueillir des colonies beaucoup plus conséquentes et du coup qui ressemblent plus à des colonies telles qu'on est habitué à les connaître. Donc là, c'est l'ensemble des goélands, sachant que pour la ville de Lorient, hein, les goélands argentés sont très très largement majoritaires. Dans le cadre de ces études-là, on a besoin malgré tout d'étudier de manière plus précise une partie de la population que là on va suivre par contre tous les ans pour être capable d'appréhender année après année ce qu'il se passe. Et on a choisi pour ça le site du K3, là, donc la base des sous-marins, qui est juste au bord de l'eau, et du coup sur lequel on va à la fois faire du bagage par exemple hein, pour étudier la démographie, et puis aussi recenser les tailles de population. Donc là c'est les tailles de population pour les années 2012 et 2015, on les a comptées l'année dernière aussi, et puis depuis l'année dernière, à partir du moment où on lance un programme de bagage, ben, il faut qu'on suive aussi ces paramètres-là, donc ce sera fait normalement de manière annuelle. Donc je suis désolé Pascal, je t'ai donné des fausses informations l'autre jour. La taille de population est un petit peu inférieure en fait à ce qu'on discutait. On a échangé sur les tailles de population juste à la sortie et on avait l'impression qu'il y avait à peu près 250 couples, mais il y en a un petit peu moins. Donc là maintenant il va falloir attendre de voir si c'est juste un retrait ponctuel ou si c'est une tendance plus importante. Malgré tout, on est quand même dans une relative stabilité ici. Voilà ce que l'on peut faire en termes de suivi. Tout ça, c'est des suivis qui commencent, hein, donc on ne peut pas forcément apporter beaucoup de conclusions aujourd'hui, mais c'est la somme de toutes ces informations qui permettra de mieux comprendre comment ça se passe, quoi. En ce qui concerne le bagage, là, du coup, de la même manière, on a décidé de commencer à baguer sur les îlots sur l'ensemble des sites sur lesquels on travaille sur les goélands, mais aussi d'ouvrir une colonie d'études en milieu urbain, et du coup c'est le port de Lorient qui a été retenu. Voilà tous les sites sur lesquels on a ouvert les programmes de bagage, donc Lorient, Belle-Île, l'archipel de Watt, mais à Banque jusqu'à la sortie du Golfe, le banc de Billau qui a une situation un peu particulière au pied du pont. Comment ça marche? On met aux oiseaux sur leurs pattes des bagues de ce type-là. Là. Donc il y a une bague de métal qui est indispensable à poser hein, d'un point de vue réglementaire vis-à-vis de nos encadrants que sont le Muséum d'Histoire Naturelle et le CRBPO. Et on met aussi des bagues couleurs avec des codes, là je vous les faire passer, vous verrez mieux, avec un code unique par bague et qui permet d'individualiser l'oiseau.
Donc c'est comme si on est capable d'individualiser l'oiseau de ce fait. Et ces bagues-là sont beaucoup plus faciles, par exemple, à lire à distance que les bagues métal, par exemple. Donc avec une paire de jumelles ou une longue vue, un appareil photo en ville, des choses comme ça, on arrive à les lire. Donc c'est quelle matière? Le métal, c'est quoi? Le métal, c'est de l'aluminium, pour ne pas que ce soit corrosif dans l'eau. De l'acier, pardon. Désolé. Et le plastique, les bacs plastiques sont en plastique. Donc l'année dernière, on a ouvert ce programme-là. Et l'année dernière, du coup, à l'échelle de l'ensemble de ces sites-là, on a bagué déjà un peu plus d'1 millier d'oiseaux, quoi, et des 3 espèces. Quoi. Donc voilà, là, je ne vais pas rester très longtemps là-dessus, hein, mais en tout, on a bagué 1 millier d'oiseaux. Sur le K3, on a bagué 79 goélands argentés et 6 goélands marins. Et qui concerne aussi la ville de Lorient, on a bagué presque 70 goélands argentés, 21 goélands bruns et 3 goélands marins qui étaient issus du centre de soins Volatte-Piaf, là, qui sont une partie des populations dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont ramassées pendant la période d'élevage des jeunes dans les rues de Lorient, ramenés au centre de soins et du coup remis en liberté derrière. Donc nous, ça nous pose quand même beaucoup de questions de savoir qu'est-ce que ces oiseaux-là vont devenir. Donc on les bague de la même manière pour essayer de comprendre un petit peu mieux, quoi. Et la somme de toutes ces colonies fait qu'on a bagué un nombre à peu près identique par espèce, entre 300 et 400 par espèce, pour atteindre un millier d'individus à peu près, quoi. On a besoin de tailles d'échantillons aussi conséquentes si on veut pouvoir à terme étudier de manière fiable les populations, quoi. Les oiseaux recueillis, vous les relâchez où? À Groix, à Belle-Île, ou il y a un endroit précis? Alors ça, c'est encore des grandes questions. Ça, c'est plus le travail du centre de soins, en fait, hein. Je crois que la majorité des goélands, en tout cas, hein, sont relâchés sur le grand site du Nergave-Quiberon, hein, et notamment au niveau de la roche sèche à Erdeven. Mais du coup, la pose de bague comme ça nous a permis de vérifier que la majorité des goélands qui étaient issus de Lorient reviennent à Lorient quasiment tout de suite, ou alors passent par Raturbal pour revenir par Lorient, mais restent relativement associés au milieu urbain. Et c'est une des questions qu'on se pose, en fait, c'est est-ce que les goélands en milieu urbain sont susceptibles de repartir dans le milieu naturel ou pas? Et bon, là, je pourrais vous donner des réponses sans doute dans quelques années, mais ça paraît assez logique quand même qu'il y ait une association très forte et une distinction du coup entre le milieu urbain et le milieu naturel, quoi. Donc, le centre de soins de Lorient, s'il vous plaît. Comment? Le centre de soins de Lorient. Oui, je dis le pays de Lorient en fait, mais il est à Languidic et c'est le centre de soins Volatte-Piaf. Voilà. Et sur les oiseaux relâchés après soins, il y a une possibilité de stérilisation? Ah, bonne question. Ça ferait des chapons sans doute, mais du coup, est-ce que la stérilisation, en fait, telle qu'elle est pratiquée, elle est faite sur les œufs pendant la période de reproduction. Donc là, c'est les œufs qui sont stérilisés. C'est utilisé en ville parce que ça va permettre de stabiliser un oiseau à couver pendant 1 mois et demi, 2 mois par exemple, hein, au lieu de couver juste pendant quelques dizaines mais pendant le temps de la couvaison, un peu moins d'une trentaine de jours, quoi, entre 20 et 30 jours. Ça va les garder aussi au calme. Je discrète, hein, mais pour expliquer l'intégralité, ça va les garder au calme aussi, parce que pendant que les oiseaux couvent, ils n'ont pas du tout le même caractère bruyant, entre guillemets, que pendant l'alimentation des jeunes. Donc d'un point de vue quiétude, ça a du sens vis-à-vis de la population, quoi. Après, stériliser des adultes qui sont passés en centre de soins, là ça nécessite quasiment une opération chirurgicale. C'est des choses qui ne sont pas du tout... c'est pour ça que je parlais de chapon en fait. C'est des choses qui sont... c'est des choses qui ne sont pas du tout ni envisagées, ni réglementairement possibles, quoi. Là, il y a des... Parce que là, on a quand même affaire à des espèces protégées, hein.
Et du coup, la stérilisation sur les goélands argentés fait l'objet d'une dérogation au statut d'espèce protégée. Et dans certaines situations particulières, avec des demandes qui sont à faire en préfecture ou au ministère de l'Environnement. Les 3 variétés sont protégées? Comment? Les 3 variétés sont protégées? Oui. Donc tous les goélands sont protégés? Tous les goélands sont protégés. Et jusqu'à cette année, la dérogation pour stérilisation, par exemple, ou destruction, n'était accessible que pour le goéland argenté. C'est pour ça tout à l'heure que je parlais de l'évolution aussi du régime, parce que le goéland brun pourrait faire l'objet aussi de dérogations en milieu urbain. Et vous pensez qu'on va vers une sous-espèce de goéland argenté et urbaine? Je sais pas encore, sans doute. Mais ça peut se penser? À cette échelle de temps, je pense pas. Mais, bon, après, on verra. Mais à cette échelle de temps, je pense que, malgré tout, par contre, d'un point de vue culturel et comportemental, effectivement, on voit malgré tout on voit une divergence, puisque les goélands nés en milieu urbain vont continuer à se reproduire en milieu urbain et vont avoir des habitudes, des rythmes d'activité, une écologie alimentaire complètement différente. Donc il y a un apprentissage, une culture. Mais de là à faire une sous-espèce ou une espèce distincte, on n'est pas dans les mêmes mesures de temps. Du coup, à partir de tous les goélands qu'on a bagués, là, qui sont présents ici, il y a des informations qui sont des observations qui sont effectuées par beaucoup de monde, des ornithos qui se promènent, des gens qui rencontrent un goéland dans la rue. Nous-mêmes aussi, on fait quand même un petit peu de veille. On nous envoie du coup ces informations-là, et ça nous permet de structurer des documents comme ça, qui relatent un petit peu le CV d'un individu, quoi. Donc à partir de toutes les observations qu'on reçoit, on est capable de restructurer un petit peu un CV de l'individu avec un certain nombre d'observations successives. Ici, donc du coup, entre le moment où il s'est envolé de la colonie, et ici, en fait, il a été bagué au centre de soins de Volaie-de-Piaf. Il a été relâché, comme je disais tout à l'heure, à La Roche-Sèche à Erdevenne. Et puis, il a été bagué le jour de sa libération, entre guillemets, ou de sa remise en liberté, le 5 août. Bon, le 15 août, il a été observé dans la zone portuaire sur le toit de la Criée, quoi. Donc, il est revenu assez rapidement à la maison. Et puis, la succession de toutes ces informations-là, elle est fondamentale pour la structuration d'un programme comme ça, parce que c'est ça qui va nous permettre de calculer après une survie, les mouvements des oiseaux, etc. Donc ça a vraiment beaucoup de sens. Et ici, je mets bientôt un site internet dédié, parce que pour le moment, on fait ça de manière un peu manuelle, entre guillemets. Donc on reçoit des informations par voie de mail, de téléphone, etc. On intègre ça dans nos bases de données, et puis on restitue à l'observateur au moins le CV de l'oiseau, quoi. Et la somme des observations permet de créer ces CV-là, et la somme des CV, évidemment, va permettre à terme, et au bout de plusieurs années, de raconter des histoires beaucoup plus larges, et de faire des estimations beaucoup plus importantes en termes d'écologie ou de biologie. Et s'il vous plaît, ce terme dont vous parlez, là, vu la variété des questions posées, là, est-ce qu'on peut penser à arriver à des commissions un petit peu concertées, administratives, scientifiques, écologiques, où les gens concernés puissent donner leur point de vue pour arriver à justement tout ce dont vous parlez sur la multiplication, le traitement, les observations, les précautions citoyennes, etc. Ça, c'est un petit peu l'objet du groupe citoyen dont on parlait tout à l'heure. Donc je pense que Pascal reparlera un petit peu de ce cadre-là juste après. Malgré tout, moi je suis plus à travailler sur la partie
compréhension globale. Bretagne Vivante a aussi une action militante, évidemment, hein, avec un réseau de bénévoles qui sera sollicité pour animer ce groupe citoyen en relation avec la ville de Lorient. Et du coup, peut-être que Pascal pourra présenter un petit peu tout à l'heure Je pense par exemple l'articulation. aux informations beaucoup plus médiatisées aux portes de M. McDonald, par exemple, pour ces boîtes à déchets qui sont balancées avec la moitié d'alimentation pour que les gouvernants viennent bien en ville. Oui. Ça fait, ouais, ça fait partie des préconisations qu'on avait listées tout à l'heure ici, là, dans ce que peut être ou faire un groupe citoyen. C'est aussi la médiation et l'éducation à l'environnement. L'éducation à l'environnement, c'est pas juste apprendre des choses sur la nature aux gens, c'est aussi leur apprendre à avoir des comportements responsables et qui respectent la dimension Est-ce que le goéland marin s'alimente de la même manière que les autres goélands? Comment? Le goéland marin. Non, il est... s'alimente-t-il de la même manière? Est-ce qu'il est aussi omnivore? Non, enfin oui, il est omnivore, hein, c'est sûr, mais il est beaucoup moins présent en milieu urbain que le goéland argenté, un petit peu au même titre hein, que le goéland brun. On a quand même des distinctions assez fortes dans les tailles de population. Ici, c'est assez représentatif. Hein. On a 2 couples de goélands bruns, 198 de goélands argentés et 10 couples de goélands marins. Et bon, ici, on va avoir des goélands argentés qui vont avoir une écologie assez diversifiée entre des oiseaux qui vont aller vers le milieu urbain pour trouver à manger, d'autres qui vont aller vers le milieu naturel pour trouver à manger, d'autres qui vont aller dans les terres. En ce moment, hein, on prépare, enfin ça fait quand même quelques semaines déjà, on prépare les cultures, quoi, si vous voulez. Le fait d'aller retourner les champs, ça attire aussi beaucoup de goélands qui vont aller manger des vers de terre, enfin, etc. Donc là, on a affaire vraiment à une espèce qui part un petit peu tout azimut pour s'alimenter, quoi. La majorité des goélands marins qui sont ici vont sans doute vraisemblablement partir plutôt vers le milieu naturel, quoi. Et le goéland brun, ici, ça va être un mix, mais on a tellement peu d'individus présents que c'est assez négligeable, quoi. À part la pollution, quels sont les prédateurs des goélands? Eux-mêmes et nous, parce que la pollution, forcément, on va lui donner un côté anthropique. Les prédateurs des goélands, ça va être nous dans notre manière d'agir ou d'aménager de manière globale le milieu. C'est pour ça qu'il faut réfléchir aussi un petit peu à comment on fait les choses par rapport à ces notions d'aménagement. Dans le milieu naturel, il n'y a pas de... Voilà, un prédateur. Ils sont prédateurs potentiellement entre eux. Hein. Tout à l'heure, je disais qu'ils nichaient en colonie mixte, potentiellement, avec des goélands bruns, des goélands marins, des goélands argentés. La vie n'est pas rose, hein, malgré tout, dans une colonie. Un dérangement un peu conséquent. Hein. Il y a quelques oiseaux qui vont être susceptibles d'aller chipper un œuf ou un poussin en passant chez le voisin. En profitant du dérangement, quoi. Et le dérangement peut être d'ordre naturel, c'est-à-dire qu'il y a un envol parce que la colonie a pris peur, ou il y a un rapace qui fait peur, qui ne sera pas forcément un prédateur, mais qui fait peur malgré tout. Un dérangement, ça peut être aussi occasionné par un débarquement de gens sur un îlot où il y a de la reproduction, et puis on traverse l'îlot et tous les goélands s'envolent. Ce qui se passe au sol pendant ce temps-là, après, c'est au plus vaillant qui va chercher à manger, par exemple, à côté, quoi. Donc là, on est quand même, bon, c'est un terme peut-être un peu abusif, mais on a affaire à des prédateurs supérieurs, donc les oiseaux marins, ils sont un peu là, parce qu'on n'a pas de prédateurs encore au-dessus, mais bon, ils sont capables de se prédater entre eux, mais c'est de la prédation sur les poussins ou les œufs, quoi, et jamais entre les adultes, quoi. Ouais. Et alors justement, au temps où la nature avait encore sa place, il devait y avoir des rapaces, effectivement. Non, là on a... Des rapaces pêcheurs. Mais les pêcheurs, ils pêchaient pas des goélands quand même. Non, mais je sais pas, ça existe toujours, hein, le balthusard pêcheur, il existe toujours qui pêche des poissons, mais chaque espèce n'a pas forcément un prédateur attribué. La chaîne alimentaire, c'est ce qu'on nous apprend à l'école depuis des années, en tout cas. Il y a bien un moment où elle s'arrête, la chaîne alimentaire.
Le goéland, il est quand même pas tout en haut. Bah, ici, oui, Ah, juste là. malgré tout. Le goéland marin, moi, je vois pas qu'est-ce qu'on peut mettre au-dessus en termes de prédation, hormis quelques cas particuliers comme ce qu'on vient de dire, hein, c'est-à-dire l'interaction avec l'homme ou la prédation inter ou intra-spécifique, c'est-à-dire entre les espèces ou à l'intérieur d'une même espèce pendant la reproduction. Mais plutôt du coup sur les petits poussins et les œufs, parce que ça représente une source d'alimentation. Vous pouvez rappeler l'espérance de vie des goélands? Comment? Vous pouvez rappeler l'espérance de vie des goélands? C'est difficile, parce qu'on n'a n'a pas forcément beaucoup d'informations. Enfin, ça, trois chiffres en qui sont fonction donnés. des... Comment? 3 chiffres qui sont donnés par le muséum d'histoire, c'est il y a 20 ans pour les bruns, il y a 12 ans pour les goélands marins et 32 ans et 10 pour le argenté. Ouais, moi j'irais jusqu'à une cinquantaine d'années en fait. Oui, moi voilà, Je dirais à mon avis, parce que ça dépend des publications, et en fait, l'espérance de vie des goélands, elle est estimée à partir des données de bagages, hein, jusqu'à quand on les voit. Donc on peut avoir des records, et c'est sur ces records-là qu'on se base pour donner des longévités maximales. Et puis après, il faut avoir des grands échantillons d'études pour être capable d'avoir des moyennes, cette fois-ci. Et moi je dirais entre 20 et 30 ans, à peu près en moyenne, pour les goélands bruns et argentés, et peut-être une quarantaine d'années pour les goélands marins, en moyenne. Sachant que du coup, on va avoir des records qui vont être au-dessus, et puis cette fourchette-là, elle est extrêmement dépendante aussi des conditions de vie. Et du coup, si on parle d'une population dans les Hébrides, dans le nord de l'Écosse, ou ici, on n'aura pas forcément non plus les mêmes valeurs. Mais enfin, c'est au moins de toute façon de l'ordre de plusieurs décennies potentiellement. Et la maturité sexuelle, alors, par rapport À 4 ans, ans, entre 4 et 5 ans en fonction des espèces. avec une nidification par an. Oui. Sauf cas exceptionnel de sabatisme, parce qu'on considère que les conditions ne sont pas réunies pour se reproduire, et du coup, il vaut mieux pas engager un effort énergétique trop fort pour privilégier plutôt la survie de l'oiseau que la reproduction, et ou un échec massif très tôt dans le début de la saison, dû à une tempête, dû à un dérangement, des choses comme ça. Quand vous parlez de stérilisation des œufs et des oiseaux, alors je ne sais pas si c'est le cas pour les goélands, mais les oiseaux ont souvent une ponte, peuvent avoir une ponte, c'est vraiment... Oui, potentiellement, ouais, une ponte de remplacement. Ah ouais, une ponte de remplacement, donc Ouais, là, ça, comment vous pouvez gérer ça? Comment on peut gérer quoi? Bah voilà, si ça fait 30 jours qu'il est sur son œuf, il n'y a rien qui sort, il va peut-être en reprendre d'autres. Bah non, parce qu'il va continuer encore. L'idée, en fait, par le biais de la stérilisation, c'est de faire couver le plus longtemps possible l'oiseau, et il peut couver 40 jours avant de se rendre compte qu'effectivement il n'y a rien qui va sortir, et puis finalement il va abandonner, quoi. Alors que si on casse les œufs ou si on ramasse les œufs, c'est un phénomène extrêmement brusque, et là par contre, si on est encore relativement tôt en période de reproduction, l'oiseau va déclencher un deuxième cycle de ponte, quoi. Est-ce que vous pouvez évaluer leur âge? Comment? Est-ce que vous pouvez évaluer l'âge d'un oiseau? On peut évaluer l'âge des oiseaux de manière simple, hein, uniquement si on les a bagués poussins et qu'on est capable de les revoir 10 ans ou 15 ans après, quoi. Ils n'ont pas de ride. Comment? Non, mais on devrait pouvoir faire des choses avec les os ou des choses comme ça, quoi. Mais ça demanderait des études vraiment trop importantes. Mais à partir du moment où les oiseaux sont adultes, ils n'ont plus de caractère distinctif par classe d'âge, quoi. Et ils continuent à pondre jusqu'à quel âge? Jusqu'à la fin. Enfin, la sénescence, elle doit arriver quelques années avant la mortalité. Mais plus les oiseaux avancent, plus ils vont avoir d'expérience dans la reproduction, et plus ils seront potentiellement bons, quoi. Sachant que Comment? C'est pas comme être humain. Non, le parti bon, c'est pour élever les jeunes jusqu'au bout, quoi. Ou pour choisir les meilleures places pour avoir des bonnes conditions dans la reproduction, quoi. Sachant que sur
une classe d'âge, bon, là, ce sera l'objet de présentation dans les années à venir, hein, si on arrive à aboutir à des choses comme ça, mais sur une classe d'âge, par exemple, on bague 400 oiseaux cette année. Ici, pour le goéland argenté ou le goéland marin, la première année, on va avoir un taux de mortalité qui va être extrêmement élevé. Le premier passage, le passage du premier hiver, il est extrêmement contraignant. Donc on va peut-être perdre 35 ou 40 ou 50% des oiseaux la première année. La deuxième année, on va perdre un pourcentage moins important, mais on va en perdre encore peut-être 25% de ce qui a survécu la première année, etc., etc. Et plus on avance, plus le taux de mortalité va diminuer, du coup plus l'espérance de vie des oiseaux va être élevée, et on va arriver pour des oiseaux adultes avec une espérance de vie qui va être de 0,8, 0,9 pour un par exemple, hein, ce qui est extrêmement élevé, qui est plutôt le cas des oiseaux marins qui sont du coup longévifs, et à partir du moment où les oiseaux sont adultes, juste 10% de la population va mourir de manière annuelle, quoi. Et plus les oiseaux avancent, plus ils vieillissent, hein, du coup plus ils passent des années, plus évidemment ils vont aussi accumuler de l'expérience et être capables de choisir les meilleurs sites, les meilleures conditions pour se reproduire, etc. Vous voulez savoir comment est-ce qu'ils meurent, parce qu'on n'en voit pas. On ne voit pas d'oiseaux morts sur les plages. Bon, un petit peu, mais c'est vrai qu'on n'en voit pas tant que ça, c'est sûr. Hein. Mais ils meurent en mer ou comment? Bah, ils peuvent mourir, oui, et de toute façon. Et il y a aussi quelque chose qui est associé, je pense, à l'ensemble de la faune, hein, mais il y a un système de nettoyage naturel qui se fait, qui est aussi assez rapide et qui fait disparaître très très rapidement les cadavres qui sont présents dans le milieu, quoi. Il faudrait pouvoir estimer les tailles de population de passereaux, par exemple, donc les petits oiseaux des jardins, hein, qui eux ont une espérance de vie d'1 an, 2 ans, 3 ans au grand maximum, hein, qui sont présents dans nos jardins, dans les champs, le long des haies, à l'échelle de plusieurs dizaines, centaines, voire millions d'individus. On en trouve finalement assez rarement, quoi. Donc il y a des renards qui passent, il y a un chien, etc., etc. Et puis bah, effectivement, le fait d'être associé aussi au milieu côtier, il y a beaucoup d'oiseaux qui disparaissent directement en mer. Voilà. Et sur la carte, là, les chiffres de contrôle dans les pays du Sud, oui. Ça vient d'une quantité mineure de goélands, d'un manque d'organisation pour faire les contrôles ou... C'est juste le début en fait. Donc ça c'est ce qu'on a bagué l'année dernière. Donc plein de retours d'informations, hein, donc c'est déjà important. Plein d'observateurs aussi partout. Évidemment beaucoup plus d'observateurs autour de chez nous et puis dans nos réseaux que ailleurs. Malgré tout en Espagne et au Portugal, là, ils sont quand même assez bien organisés. Il y a un truc qui est intéressant aussi, malgré tout, hein, qui est extrêmement prometteur pour ce programme, là, c'est qu'on a récupéré 1200 contrôles. Là, c'est des chiffres qui sont à jour du 31 décembre 2014, hein, donc on a reçu plein de nouvelles choses, là. Mais à cette époque-là, on avait déjà 500 individus des 1100 qui avaient été bagués, qui ont été recontrôlés d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est un niveau de recapture, entre guillemets, hein, extrêmement fort et qui nous intéresse quand même beaucoup parce que ça veut dire qu'on est en train de commencer à collecter un jeu de données qui va être sans doute riche à pouvoir exploiter derrière, quoi. Après, effectivement, cette carte-là, elle est un petit peu imparfaite encore. C'est aussi parce que c'est la première année de vie du programme, hein. Plus on va avancer, plus on va avoir de retours forcément. Et puis cette carte-là, elle mixe aussi les 3 espèces, quoi. On a bagué 1100 oiseaux ici, on a un nombre de contrôles important en France, un nombre plus faible dans le sud. Les goélands argentés, ils vont être recontrôlés dans une zone, hein, à peu près comme ça, exceptionnellement jusqu'en Galice, quoi. Parce que ça correspond à leur mode de dispersion entre 2 périodes de reproduction. Ils vont rester dans un secteur à peu près similaire
à celui-là, avec des oiseaux qui vont rester strictement ici, et puis d'autres qui vont bouger un peu pour aller à La Rochelle, en Gironde, voire de manière très exceptionnelle, comme je le disais, jusqu'en Galice, là, parce qu'on a eu un cas cet hiver. Les goélands marins, ils vont avoir une zone de dispersion un petit peu plus large pendant la période d'hiver, hein, avec un contrôle là qu'on a eu en Angleterre, et puis plusieurs contrôles cette fois-ci hein, dans la cordillère cantabrique, en Galice, etc., etc. Et puis par contre, le goéland brun, lui, par contre, c'est un migrateur au long cours et qui se déplace hein, vers le sud de manière assez massive pour passer l'hiver. Et là, c'est essentiellement, c'est même uniquement des contrôles de goélands bruns, cette fois-ci, et d'oiseaux qui ont majoritairement été bagués à Belle-Île et puis sur l'île Dieu. Quoi. Donc avec des oiseaux qui sont observés tout le long de la côte, là, et puis avec quelques contrôles au Maroc, on a eu de nouveaux retours, et effectivement, il y a une pression plus faible d'observation de manière globale au Maroc que dans la côte espagnole. Quoi. On a des contrôles en Espagne qui sont distribués comme ça, donc on saute le Portugal, ici jusqu'à Gibraltar, et puis un point majeur dans l'ouest de Madrid, dans le nord-ouest de Madrid, là, qui correspond à une énorme, de plusieurs dizaines d'hectares, hein, décharge à ciel ouvert, qui attire les oiseaux dans la partie centrale du pays, et du coup qui concentre les oiseaux. Cette carte-là, elle donne plus quelques informations anecdotiques encore, parce que l'objectif du programme de bagage, il est plus de travailler sur la démographie que sur la dispersion des oiseaux. Malgré tout, ça nous apporte quand même énormément d'infos, et puis on espère continuer à avancer dans ce sens. Sur ce travail qui est phénoménalement important, là, il y a des financements publics ou des fonds privés, d'entreprises ou des trucs comme ça, non? Oui, parce qu'on peut pas mener des programmes comme ça de manière strictement bénévole. Hein. Je viens de recevoir les bagues d'Arvik, comme les bagues couleurs là, que je vous ai fait passer. Ça coûte 1 € la bague par exemple. Donc rien que le petit matériel, il coûte quand même un peu de sous. Et puis après, il y a besoin il y a du temps de travail, ça représente aussi tout le temps qu'il faut pour aller baguer les oiseaux, les compter, etc. Et avoir la possibilité de faire les choses de la manière la plus rigoureuse possible. Donc évidemment, on travaille avec des équipes très larges dans lesquelles il y a des mixtes entre des salariés, des gens qui sont bénévoles de l'association. Après, au-delà de ça, il y a des réseaux d'observateurs qui prennent plaisir aussi à aller chercher les goélands et puis qui ne sont pas forcément affiliés à notre structure. Hein. Les Espagnols, ça y est, on a presque des copains maintenant qui nous envoient des ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas aller pleurer misère, il y a une compréhension des ministères. Là, on a pleuré misère, non, je dirais pas ça quand même, malgré tout. Bon, après, un gros programme comme ça, on a vu, hein, il y avait plein de questions différentes qui concernent plein de niveaux différents. Donc forcément, on peut pas financer un gros programme comme ça d'une manière unique, quoi. C'est des choses qui pouvaient être envisagées il y a 30 ans, c'est plus le cas maintenant. Donc on travaille à consolider hein, un projet financièrement, et puis déjà dans un premier temps scientifiquement, techniquement, et puis après financièrement, avec les différents partenaires qui sont les gens qui se posent des questions ou les gens qui vont peut-être avoir des problèmes, quoi. Donc ça peut être des collectivités, ça peut être l'État, ça peut être le ministère de l'Environnement, l'Agence des aires marines, ça peut être des industriels parce que qui veut mettre une éolienne en mer risque de générer des interactions, donc il faut mesurer, il faut comprendre, etc. quoi. Et puis du coup, à nous de construire le programme en diapo clin d'œil et de conclusion. C'est un autre type d'études aussi, hein, que l'on a plutôt fait sur les goélands marins, et puis à partir de colonies en milieu naturel, là on est dans l'archipel de Watt, où on a équipé un certain nombre de goélands avec des GPS pour étudier les trajets journaliers, et notamment pendant la période de reproduction, parce qu'on se posait la question de savoir quelles étaient les distances
qui était capable de couvrir un oiseau comme ça pendant la journée. Ça nous renseigne sur énormément de choses, hein, parce que ça nous permet de comprendre où vont potentiellement les oiseaux à partir d'un site géographique prédit, mais de manière globale, dans un second temps, une fois qu'on aura terminé de bien appréhender tout ça, ça nous permettra aussi de tracer les grands cercles qui vont correspondre à la zone d'influence d'une colonie. La ville de Lorient, par exemple, 2500 couples, quelle est la zone d'achalandage logique d'échantillonnage alimentaire pour les oiseaux, quoi. Donc là, chaque couleur représente un individu différent, hein, et vous voyez que finalement, on a, je crois qu'il y a 7 oiseaux là ici qui sont illustrés. On a quand même des caractères individuels très très prononcés, avec des oiseaux qui vont majoritairement dans le golfe, là par exemple. Là, l'oiseau qui est ici, il est nicheur sur un petit îlot dans l'archipel de Vat, quoi. Il passe la moitié de sa journée à la sortie de la rivière de Vannes, quoi. Ça, c'est un truc qui m'a beaucoup surpris, parce que en sortant de la rivière de Vannes, on voit des goélands posés sur l'eau. Ceux-là, ils sont pas reproducteurs, c'est des immatures, etc. Non, certains, ils se reproduisent sur un îlot à 15 ou 20 km. Ils ont des poussins, et c'est l'autre partenaire qui garde les poussins pendant que celui-là va se promener, quoi. D'autres provenant d'autres îlots ont malgré tout une situation de nicheur en milieu naturel, et puis un comportement presque de citadin, parce que celui-là, il va essentiellement ici au Croisic, ici à la Turballe, ici sur la décharge de Belle-Île, ici sur la retenue d'eau derrière Palais, etc., etc. Donc on a vraiment des caractères individuels très marqués, et c'est l'accumulation de toutes ces études là qui nous permettra de mieux comprendre ce qu'il en est. Donc, quelle peut être l'influence des éoliennes sur les goélands? Alors, en mer, hein, en mer. Oui, enfin même à terre, hein, de toute façon ça peut. Mais enfin, il faut que. Enfin, les goélands, c'est pas forcément des oiseaux qui sont très. Enfin, ils vont pas être effarouchés par un parc éolien, donc ils vont passer vraisemblablement à l'intérieur. Ils s'en fichent un peu, ils volent à des hauteurs. Il y a vraisemblablement des chocs par collision à attendre avec les éoliennes. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut bien réfléchir à l'endroit où on positionne les parcs éoliens, pour ne pas les mettre dans des... Enfin voilà, tout à l'heure on regardait des grandes cartes, si je remonte, ça suffit, hein, des grandes cartes où je disais qu'on avait ici une zone relativement fonctionnelle pour une population d'oiseaux marins. Il y a de la place, hein, potentiellement pour mettre des parcs éoliens. On sait où sont les zones à enjeu très forts. Si on arrive à faire en sorte que ces deux zones-là ne se croisent pas de trop, on peut considérer qu'il peut y avoir cohabitation, évidemment. Et dans un second temps, forcément, l'aménagement en mer, hein, ça fait des siècles, voire des millénaires qu'on pêche en mer. Ça fait on drague, on extrait des minéraux. Maintenant, on va mettre des éoliennes. Forcément, on a un impact sur l'environnement. Aucune activité n'est neutre, quoi. Donc après, la question de se poser aussi, parce que il faut pas être non plus complètement sourd. Forcément, le fait de mettre des éoliennes, ça va tuer des oiseaux, ou ça va générer des dérangements. Après, est-ce que ces impacts-là vont avoir un effet négatif sur les populations de manière générale ou pas? C'est la question. Et c'est là qu'on peut intervenir pour essayer de bien comprendre comment se font les interactions, et puis pour envisager les niveaux d'impact. Est-ce que ces niveaux d'impact est-ce qu'ils vont être assimilés par les populations, ou est-ce qu'on va dépasser la position du curseur qui va faire que l'impact sera trop fort et puis va générer des décroissances sur les populations? Il ne peut pas aussi chercher à nicher sur les bases
éoliennes. Pourquoi pas, ouais. Je ne sais pas comment c'est construit. Ah si, pourquoi pas, hein, mais sur les éoliennes, je sais pas. Je sais que au centre d'un grand parc éolien, il y a toujours une station relais qui est complètement surdimensionnée, hein, qui peut représenter la succession d'une dizaine d'Algeco, pour vous donner une idée. Hein. Bon, bah, c'est un toit fantastique pour qu'une colonie Stern ou une colonie de Golan s'installe, quoi. Évidemment. Ouais. Donc après, c'est toute la réflexion et puis l'étude qui permettra d'envisager quel est l'impact réel de ces aménagements-là. On envisage l'impact, mais on n'envisage pas du tout de déplacer si jamais... Ah si, quand même, parce que la construction de toute façon, un aménagement, le développement d'une activité industrielle comme ça, elle est régie et réglementée de toute façon extrêmement fortement. Les promoteurs ont nécessité de réaliser un nombre d'études importants en amont, qui sont concentrées et puis résumées dans une étude d'impact, et dans lequel ils doivent, autant que possible, évaluer l'ensemble des impacts qui va être généré par l'aménagement. Et en fonction des impacts qui sont identifiés, il y a une démarche à suivre avec des mesures à prendre pour essayer d'éviter au maximum les impacts. Si on ne peut pas les éviter et que le politique, enfin je dis le politique parce que c'est une décision politique à partir de là, de continuer l'aménagement contre l'environnement par exemple, ou contre la préservation de l'espèce, donc on détruit, il va falloir tenter au maximum de le réduire, voire de le compenser dans un second temps. Quoi. Mais tous ces développements sont extrêmement cadrés et honnêtement, pour voir la manière dont ça se passe maintenant, et notamment sur les grands projets d'éoliennes offshore en mer, là, on est arrivé à des niveaux de préoccupation qui sont beaucoup plus élevés que ce qu'on pouvait prodiguer ou imposer il y a quelques dizaines d'années à peine. Quoi. Là, ça se passe quand même plutôt dans le bon sens. Quoi. À l'île aux Moutons, il y avait une éolienne. Oui. Et donc elle tourne encore beaucoup? Non. Voilà, c'est un cas un petit peu particulier. Hein. L'île aux Moutons, donc c'est un îlot qui est un petit peu à l'extérieur, au nord-ouest de l'archipel de Glénan. Hein. Et l'éolienne était censée alimenter la lampe du phare des moutons, hein, donc c'est de la sécurité maritime cette fois-ci. Et malheureusement, on a une colonie Stern juste au pied, donc forcément, c'est pas très compatible. Et ça fait maintenant une dizaine d'années, ouais, un petit peu moins d'une dizaine d'années, mais pas loin, malgré tout, que l'éolienne a été démontée définitivement et remplacée par des panneaux solaires. Donc voilà, là c'était un cas un peu particulier. La solution a été trouvée rapidement pour faire en sorte que ça fonctionne. Voilà, c'est un cas un peu particulier. Voilà, je vous remercie en tout cas pour